Bon, moi, je m'appelle Parveen. Oh, bonjour, vous êtes là. Moi, c'est Parveen. Je représente OCAC, Ontario Council of Agencies Serving Immigrants, un organisme parapluie. Il y a à peu près 256 organismes membres de l'OCAC. Et aujourd'hui, je suis là pour présenter en très, très résumé et très brièvement les résultats d'une récente recherche qu'on a faite sur la situation des immigrants entrepreneurs en Ontario. Et mon collègue Pierre aussi qui est là. Donc, on commence et probablement il y a des autres personnes qui vont nous rejoindre. Alors, bon, je vais essayer. Bon, cette recherche, on a fait à OKC, on a fait cette recherche en partenariat avec un groupe d'étudiants, un groupe de 4 étudiants de l'Université de Toronto. Et cette initiative à l'Université de Toronto s'appelle Public Good Initiative. Et ils travaillent chaque année avec nous, avec OKC, sur un sujet de recherche spécifiquement défini par nous, par OCACI. La durée de la recherche a été 8 mois. On a commencé en octobre l'année dernière, 2024, et on l'a terminé au début du mois de mai cette année, 2025. Et à travers cette recherche, on voulait savoir comment ça se passe au niveau de la contribution des immigrants à l'entrepreneuriat ici en Ontario et quels sont les défis structurels et financiers dont ils souffrent. Et puis, on a essayé d'analyser les services de soutien qui sont offerts par les organismes à but non lucratif en Ontario. Et dernièrement, on a essayé de formuler et d'analyser des recommandations. Les étudiants ont utilisé les 3 stratégies pour récolter des données à travers les données statistiques, Statistique Canada, les rapports des gouvernements, gouvernement fédéral, gouvernement de l'Ontario, à travers les analyses documentaires, comme on dit la littérature grise, grey literature, les rapports de recherche déjà faits par les universités, les recherches académiques ou les rapports diffusés et publiés par les organismes communautaires. Et aussi, on a lancé un questionnaire d'entrevue de CACI, dont je vais parler plus tard. Donc, la première partie des résultats concerne la contribution des immigrants à l'entrepreneuriat en Ontario. Il y a 2 différentes catégories d'entrepreneurs ou des immigrants entrepreneurs qui sont actifs sur le marché du travail de l'Ontario dans le secteur d'entrepreneuriat. Le premier groupe sont ceux qui ont déjà de l'expérience en entrepreneuriat, qui étaient déjà entrepreneurs dans leur pays d'origine avant de venir au Canada. Et ils peuvent arriver au Canada de différentes façons. Par exemple, ils ont obtenu le visa spécifiquement accordé, le visa canadien spécifiquement accordé aux entrepreneurs qui vont lancer, qui vont monter une petite entreprise ou moyenne entreprise ici au Canada. En anglais, on dit start-up. euh, ou les entrepreneurs, les immigrants qui étaient déjà entrepreneurs dans leur pays d'origine et qui arrivent ici avec le statut de résident permanent. Le deuxième groupe, la deuxième catégorie des entrepreneurs immigrants en Ontario qui sont actifs en entrepreneuriat
sont les immigrants qui sont venus au Canada sans expérience en entrepreneuriat dans leur pays d'origine. C'est-à-dire, ils n'avaient aucune expérience au travail autonome, en entrepreneuriat quand ils étaient arrivés au Canada. Et entre la recherche d'emploi et l'entrepreneuriat, ils ont choisi l'entrepreneuriat pour différentes raisons. Et ils ont démarré les petites ou les moyennes entreprises en Ontario. C'est-à-dire leur première expérience en entrepreneuriat a été ici au Canada. Les immigrants qui sont devenus entrepreneurs et qui fonctionnent, qui travaillent comme entrepreneurs durant les 4 dernières années en Ontario représentent 29% de toutes les entreprises privées et représentent 40% des travailleurs autonomes au total. Donc, il y a une différence entre l'entrepreneur et travailleur autonome. Tous les entrepreneurs peuvent être considérés travailleurs autonomes, mais tous les travailleurs autonomes ne peuvent pas considérer entrepreneurs. Donc, un entrepreneur est une personne qui a démarré une entreprise, qui a enregistré une entreprise, même avec un seul employé ou 100 employés, et qui est passé à travers toutes les lois, toutes les procédures d'enregistrement d'une entreprise et qui fonctionne, qui travaille comme entrepreneur. Mais un travailleur autonome peut être quelqu'un qui travaille de façon autonome sans avoir enregistré une entreprise. Exemple, quelqu'un qui travaille comme conducteur chez Uber, par exemple, ou quelqu'un qui enseigne, qui offre des cours privés et qui gagne de l'argent de cette manière, mais qui n'a pas enregistré son service comme un service d'entrepreneuriat. Donc, le chiffre est vraiment remarquable. C'est-à-dire, c'est incroyable de savoir, de voir que à peu près un tiers des entrepreneurs en Ontario sont les immigrants. À propos de taille de l'entreprise, comme on peut deviner, étant donné les différents obstacles et barrières, on peut deviner que la grande majorité, c'est-à-dire 97% des entrepreneurs immigrants, ont lancé les petites entreprises. Et les petites entreprises sont celles qui ont moins de 100 employés. Mais en réalité, quand on entre dans les détails de ces statistiques-là, on va remarquer que ce chiffre de 97% des immigrants possèdent les petites entreprises qui ont moins de 40 employés. Et seulement 2,7% des immigrants entrepreneurs possèdent les moyennes entreprises qui ont entre 100 et 500 employés. Et le chiffre est presque zéro pour les grandes entreprises, malheureusement. Euh, Si on considère les plus grands nombres d'entrepreneurs immigrants en Ontario, on peut se demander où sont-ils, dans quel secteur ils travaillent. Donc, comme vous pouvez voir, 48 570 organismes, c'est-à-dire entreprises possédées par les immigrants, sont actifs dans le domaine de la construction. Et au deuxième rang, c'est commerce de détail. Au troisième rang, c'est métiers spécialisés. Oups. Et ensuite, c'est construction résidentielle et fabrication. Les chiffres que vous voyez ici, ce n'est pas le nombre de personnes, ce sont les nombres des entreprises. Et ensuite,
On ne vous entend plus, vous êtes... oui. Oh, désolé. Alors, d'autres questions qui se posent, c'est de savoir quelle est la proportion entre les immigrants francophones et les immigrants, pardon, entrepreneurs et le total des entreprises qui fonctionnent ici en Ontario. Alors, comme vous pouvez voir, dans le domaine de fabrication de vêtements, 52% de toutes les entreprises appartiennent aux immigrants, aux entrepreneurs immigrants. Donc, par rapport à l'industrie textile, encore 48% du marché appartient ou 48% des entreprises appartiennent aux immigrants. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails et vous pouvez recevoir le rapport plus détaillé d'ici la fin de décembre et on va afficher le rapport sur notre site web aussi. Alors, on a essayé de savoir quelle est la situation, quelle est la variation moyenne qui a attendu à propos du salaire. Est-ce que les entreprises, est-ce que les immigrants entrepreneurs sont aussi capables que les autres propriétaires d'entreprises d'augmenter le salaire pour eux-mêmes et pour leurs employés durant l'année? Et ce sont les chiffres de l'année 2024 et 2023. Et comme vous pouvez voir, seulement 32% des entreprises possédées par les immigrants, étaient capables d'augmenter les salaires et 40% sont restés au même niveau. 9% étaient obligés de diminuer le salaire, tandis que vous voyez, le chiffre est 7% pour les non-immigrants et 19% on dit qu'ils ne savent pas, c'est-à-dire c'est inconnu, on ne peut pas savoir s'ils sont capables ou pas capables d'augmenter le salaire. Par rapport à la capacité financière au total pour pouvoir sauvegarder l'entreprise ou développer l'entreprise, encore les chiffres ne sont pas au même niveau quand on compare les immigrants entrepreneurs et les non-immigrants entrepreneurs. Comme vous voyez, 61,10% des immigrants entrepreneurs on dit que, on dit que leur situation par rapport au liquide nécessaire sont satisfaisants. Et il y a à peu près 5%, on dit que non, mais il y a une possibilité d'acquérir liquide nécessaire et à peu près 8% n'ont pas de liquide nécessaire et il n'y a aucun espoir pour les avoir. 11% d'eux ont dit que non, il n'y a pas de liquide nécessaire et ils ne savent pas s'il y a une possibilité ou pas. Et pour plus de 15%, la situation est inconnue. Donc encore la différence entre les immigrants entrepreneurs et non-immigrants par rapport à la liquidité qui est nécessaire pour l'organisme, pour l'entreprise. Alors, quels sont les défis que la majorité des immigrants entrepreneurs ont rencontrés? L'accès au financement, bien sûr, surtout avant de démarrer l'entreprise, lourdeur administrative et bureaucratique. Il y a beaucoup de lois, beaucoup de règlements à savoir, à apprendre et à respecter. Reconnaissance des qualifications, surtout quand il s'agit d'un secteur réglementé. Stabilité financière durant tout le process
Et adaptation culturelle aussi, c'est-à-dire comprendre les nouvelles méthodes de travail et les interactions sociales. Manque de réseau aussi, surtout établir un réseau de contacts professionnels solide. Donc, ce sont les défis les plus majeurs, les plus grands qui ont été identifiés. L'autre partie de la recherche a essayé d'évaluer les services de soutien qui sont offerts par les organismes à but non lucratif. Ces services-là aident les immigrants à démarrer l'entreprise ou à gérer l'entreprise ou à développer l'entreprise qui existe déjà. Donc, il y a des services offerts par les organismes dans ces trois phases, notamment dans la première phase qui est le démarrage d'entreprise. Nos étudiants PGI ou PGI ont essayé d'identifier et d'évaluer les services en entrepreneuriat qui sont offerts par nos organismes membres et ils ont clarifié que seulement il y a 57 organismes membres de CACI qui offrent directement, spécifiquement les services liés à l'entrepreneuriat. Je dois expliquer un peu ici, quand on parle des programmes, c'est-à-dire les programmes en entrepreneuriat, les services en entrepreneuriat qui sont financés et qui sont conçus pour aider les immigrants ou non-immigrants en Ontario intéressés à l'entrepreneuriat et au travail autonome. Donc, on n'a pas considéré les ressources que certains organismes affichent sur leur site web et c'est le seul service qu'ils donnent. On ne l'est pas considéré comme le programme. Et leur analyse était concentrée sur type de soutien fourni, les populations cibles, répartition géographique et les principaux défis. Par rapport aux catégories et aux types de services, comme vous pouvez voir, presque 90% de ces organismes qui offrent ces services en entrepreneuriat offrent les services en formation en groupe et pas plus que ça. 9% offrent services de conseil individuel aussi. 7% offrent le service de mentorat ou le réseautage professionnel et technique. Et seulement 5% de ces organismes offrent l'assistance financière à leurs clients, donc ce qui est très, très bas. Par rapport à la population cible, 39% de ces organismes ont réussi à adapter et à personnaliser leurs services euh, selon les besoins de certaines communautés spécifiques, comme par exemple, il y en a qui offrent les services seulement aux femmes, d'autres offrent les services aux communautés noires. Il y a deux, trois organismes qui offrent les services aux francophones seulement, ou aux jeunes, aux communautés LGBTQ, aux résidents permanents seulement. Mais la bonne nouvelle, peut-être, c'est que 61% de ces organismes offrent les services, les différents services en entrepreneuriat à tout le monde. C'est-à-dire, il n'y a pas de critères d'éligibilité pour leurs services. Mais quand même, comme vous pouvez voir, pour les communautés ciblées, pour les communautés spécifiques, les services qui sont disponibles ne sont pas du tout suffisants. Alors, où se trouvent les organismes membres de CACI qui offrent les services en entrepreneuriat? Comme vous pouvez voir, la distribution malheureusement n'est pas égale. La majorité, à peu près plus d'un tiers de ces services-là se trouvent dans la région de l'Est de l'Ontario, ensuite à Toronto, ensuite au sud. Pour les trois autres régions, le pourcentage est très bas, 7% ou moins.
Et malheureusement, dans la région du Nord, en ce moment, il n'y a pas de service en entrepreneuriat offert par les organismes à but non lucratif. Quels sont les défis? Comme vous pouvez deviner, ce manque de soutien approfondi, c'est que la distribution régionale est inégale il y a un grand manque de services dans les régions rurales et les petits centres, les petites villes. Bien sûr, il y a des barrières linguistiques et culturelles en ce qui concerne la clientèle. Il y a des obstacles dans l'élaboration des plans d'affaires viables pour les clients. Comme je mentionnais, la plupart des organismes sont capables d'offrir les formations en groupe et après avoir terminé les formations, ils n'ont pas, ils ne sont pas financés pour pouvoir offrir les services, c'est-à-dire les services de consultation par rapport à l'élaboration des plans d'affaires. Et aussi sensibilisation insuffisante des communautés. C'est-à-dire, les gens, les membres des communautés ne sont pas informés sur les services existants. Alors, les questions d'entrevue de Cassie, le questionnaire avait 15 questions bilingues, 5 fermées et 10 ouvertes. On a essayé d'identifier des thèmes variés à travers le questionnaire. Quelle est la durée typique des services que ces organismes-là offrent? Quel est le nombre de séries qu'ils offrent par an? Quels sont les bailleurs de fonds? On voulait connaître le profil et la façon de recrutement, les besoins de leur clientèle et dans quel secteur d'entrepreneuriat leur clientèle s'est investie. Et quelle était l'ancienneté de l'agence, depuis quand l'agence ou l'organisme fonctionne et existe? Quelles sont les lacunes et les besoins des organismes et les lacunes et besoins des clients? Et quels sont leurs succès? Et finalement, quelles suggestions, quelles recommandations ils ont? Donc, il y a 14 organismes membres de CACI qui ont répondu à notre questionnaire, dont 2 sont francophones. Ils représentent les régions variées de l'Ontario. Il y en a qui servent 10 clients par an et il y en a qui servent jusqu'à 400 clients par an. Il y a des organismes parmi ces répondants qui existent depuis 15 ans et il y en a qui existent jusqu'à depuis 90 ans. Donc vraiment une grande variété. Et la grande majorité de ces répondants offrent les services comme formation en groupe et consultation individuelle. Et la majorité, c'est-à-dire 90% de ces organismes sont financés par le gouvernement fédéral et ontarien. Et ils offrent en majorité, ils offrent entre 2 et 10 sessions par an. Et leur clientèle est très, très diversifiée. Par rapport à la durée de chaque série de formations, comme vous pouvez voir, 57% de ces répondants offrent des formations de moins de 3 mois. Pardon. Et 36% offrent de 3 à 6 mois et seulement un organisme était capable, avait reçu suffisamment de financement pour offrir les formations qui durent plus de 6 mois. Donc encore, comme vous voyez, il y a vraiment un grand vide dans ces services-là. Donc, les industries les plus poursuivies par leurs clients, c'était quoi? Comme vous allez voir, de gauche à droite, commerce de détail au premier rang, ensuite services de soutien aux affaires, alimentation, restauration, importation, consultation en services informatiques, art et artisanat,
construction encore, entreprise et nettoyage, etc., etc. Quels sont les défis que les répondants ont cités? Au premier rang, c'est financement et ressources. Ensuite, c'est conseil juridique et réglementaire, barrières linguistiques des clients, défis liés à l'adaptation culturelle. Ils ont dit qu'il y a un grand manque de capacité à offrir en mentorat et aussi un manque de formation du personnel sur la façon de soutenir les entrepreneurs immigrants. Deux organismes ont mentionné qu'ils avaient dû attendre plus de 4 mois pour pouvoir embaucher la personne comme coordonnateur de ce programme qui était familier avec le processus d'entrepreneuriat et le programme euh, en entrepreneuriat. Et aussi, ils ont besoin de formations spécifiques à l'industrie quand leur clientèle choisit un secteur réglementé. Et aussi, il y a manque de compétences en littératie numérique. Et un autre défi, c'était, ils ont dit que c'était très difficile de retenir, de sauvegarder leurs clients durant le programme. Il y a des clients qui commencent le programme, mais avant la fin du programme, ils quittent parce qu'ils ont besoin d'argent et ils sont obligés de trouver un petit boulot. Alors, quelles sont les suggestions et recommandations? On n'a pas le temps de passer à travers les détails, mais en gros, leur suggestion peut se catégoriser en 5 thèmes majeurs. Le premier thème majeur, c'est développer les types de services sous-représentés, augmenter le service en assistance financière, par exemple, coaching individuel et simplifier les processus d'enregistrement de licences pour les secteurs réglementés et d'autres initiatives structurées de réseautage et de mentorat. Et le deuxième thème majeur, c'était promouvoir l'équité régionale dans la prestation de services. Bon, il y a des régions où ces services manquent énormément. Troisième, renforcer la sensibilisation et l'information. Euh, il faut, euh, il faut voir pourquoi et de quelle façon euh, on peut informer les membres des communautés sur l'existence de ces programmes offerts par les centres et collaborer avec les organismes de base ou de groupes ethnoculturels, surtout dans les environnements ruraux. Et euh, le thème suivant, améliorer l'accès au capital et au programme à long terme, parce que la majorité des programmes existants sont à court terme, moins de 3 mois, et ne vont pas répondre à tous les besoins des immigrants ou même nos non-immigrants qui cherchent le service en entrepreneuriat. Et finalement, réduire les barrières linguistiques et culturelles en mettant en œuvre de différents soutiens et initiatives communautaires et linguistiques. Donc, en un clin d'œil, on conclut que les entrepreneurs immigrants sont un palier important de l'économie ontarienne et le chiffre de 30% déjà révèle cette réalité. Mais malheureusement, leur potentiel reste inexploité à cause des obstacles structurels qui se présentent. Et les organismes à but non lucratif offrent un service précieux autant que possible, mais ce soutien est fragmenté, très limité, inégalement distribué et aussi sous-financé. Et finalement, il y a la nécessité d'une mise en place de mesures qui sont plus inclusives
et qui sont coordonnés et axés sur l'équité en matière de soutien à l'entrepreneuriat. Donc, voici mes coordonnées et pour les questions plus détaillées, les questions ou la demande des informations plus détaillées, vous pouvez me contacter par email. Mais aussi, si vous mettez votre adresse courriel dans le chat, je peux vous envoyer d'ici la fin du mois de décembre le rapport détaillé de la recherche. Et aussi, le rapport détaillé, encore une fois, sera affiché sur le site web de Cassie. Donc, merci beaucoup. Bonjour. Est-ce que vous avez des questions avant que j'ouvre ma présentation? Oui, juste pour mieux comprendre un détail, l'échantillon était de combien de personnes? L'échantillon sur les entrepreneurs immigrants, Oui. c'est euh, les nombres des personnes, je n'ai pas en tête en ce moment, mais dans la recherche, on a identifié plus de 117 000 entreprises, c'est-à-dire petites entreprises en Ontario qui sont possédées par les immigrants. Et ce chiffre de 117 000 et quelques représente 29% de toutes les entreprises privées Hmm. en Ontario. Ouais. Et du coup, pour pouvoir contacter tous ces gens, j'imagine que vous êtes passé par les contacts de la CRA. Comment vous avez fait pour trouver tous ces entrepreneurs? Euh, Comme j'ai mentionné au début, des pages, les étudiants et aussi nous aussi, on a utilisé trois méthodes de recherche. On est passé à travers des statistiques Canada Mhm. et aussi les rapports publiés par IRCC aussi. Et les autres rapports publiés par d'autres ministères au niveau du gouvernement ontarien et aussi à travers les autres rapports académiques publiés par les universités ou les organismes et le rapport annuel des organismes aussi. Et grosso modo, c'était ça, c'est-à-dire les statistiques qui étaient déjà publiées par Statistique Canada et les autres ministères. D'accord, merci. Un instant, je vais ouvrir ma présentation. Est-ce que vous voyez? Oui, D'accord. Donc, moi, c'est Pierre Godet. Je suis directeur des services éducatifs au FECO. Euh, Mon background, c'est l'entrepreneuriat. J'ai vécu au-dessus de 25 ans dehors du Canada en faisant l'entreprise, la business. Je suis juge invité, formateur en affaires et mentor pour plusieurs organismes ici à Ottawa aussi. On vient de célébrer nos 25 ans. On fait des ateliers éducatifs, surtout en littératie financière. On a aussi bâti des programmes d'entrepreneuriat. On fait du mentorat gratuit en affaires, y compris de l'aide à l'élaboration des plans d'affaires. Et on offre accès au financement d'entreprise. On a plusieurs ateliers pour les nouveaux arrivants, dont le Crédit au Canada, budgétisation et épargne, impôts et prestations gouvernementales et comment éviter la fraude financière. Et c'est une base, une fondation qui est vraiment nécessaire pour quelqu'un qui arrive ici, qui veut lancer une entreprise. C'est des choses qu'il faut vraiment comprendre. Donc, même quand on a nos programmes d'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on ajoute au travers de ça pour leur donner la base. Récemment, l'IRCC nous a donné la permission de servir tout l'Ontario. Avant, c'était juste Ottawa, la région d'Ottawa. Donc,
on est très ouvert à trouver de nouveaux partenaires avec qui desservir les nouveaux arrivants. Euh, L'argent vient pas du FECO. C'est quelque chose que les gens souvent comprennent pas. C'est nous, notre rôle, c'est vraiment de s'assire avec les entrepreneurs, les aider à comprendre c'est quoi ça prend pour se lancer en entreprise, le crédit, les actifs, l'idée d'affaires et tout ça. Donc, c'est vraiment notre rôle gratuit, c'est volontaire, on n'est pas payé pour ça, on n'a pas de financement pour ça. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on veut offrir aux gens ici. Donc, on prend beaucoup de temps avec eux pour vraiment les aider à être loan ready. On les aide à être prêts à cogner aux portes de Desjardins et Alterna avec qui on travaille. Et Alterna, ils ont même des programmes spéciaux euh, en passant à travers du FECO auquel ils ont accès, qui n'est pas sur leur site euh, d'Alterna, par exemple. Comme ils ont des prêts de entrepreneuriat social, comme exemple. Donc, on ouvre la porte, on fait sûr qu'ils sont prêts, et après ça, c'est notre partenaire financier qui s'occupe du prêt. On a aussi un programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers. euh, et ça va jusqu'à 30 000 et puis ils peuvent étendre ça sur plusieurs années, donc c'est des petits paiements. Et ça, c'est financé par l'ISTC. Ça, c'est quelques exemples de financement qu'on a fait pour les petites entreprises ici à Ottawa. On a beaucoup plus d'entreprises que ça, mais ça vous donne une petite idée. Normalement, le FECO, on fait jusqu'à 15 000 à peu près. Donc, c'est vraiment la première source d'argent pour tester une idée, pour se lancer en affaires, pour s'enregistrer, pour bâtir ton prototype, des choses comme ça. On n'est pas le gros montant, disons. Euh, Souvent, les nouveaux arrivants vont vouloir aller chercher un gros prêt. J'ai besoin de 100 000 disons, pour ma première année. Euh, Ils n'ont pas de crédit ou très peu de crédit. Donc, c'est vraiment les aider à comprendre qu'est-ce que ça prend pour débuter, pour tester, valider ton idée. Et après ça, un coup que tu as des revenus, tu fais de l'argent, tu as tout prouvé, là, tu vas aller chercher un plus gros prêt. Donc, c'est vraiment les aider à comprendre les étapes au lieu d'aller chercher un gros montant tout de suite. Est-ce qu'il y a... Ah, OK. J'avais vu un commentaire. OK. Désolé. OK. Euh, Vite fait, j'ai plusieurs pages, donc je vais aller vite. Si je vais trop vite, laissez-moi savoir. L'Ontario, vraiment, c'est la place où ce qu'on reçoit le plus d'immigrants. Euh, et de ça, beaucoup, beaucoup de francophones. Même que on dépasse quasiment deux fois les objectifs internes d'immigration francophone en Ontario. Euh, Beaucoup d'Afrique, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord, l'Europe et d'autres régions. Le FECO sert plus de 2300 nouveaux arrivants à chaque année dans la région d'Ottawa. Tout ce qu'on fait, c'est nouveaux arrivants. Euh, En 2020, les francophones représentaient à peu près 10 à 15 dépendant des programmes, des clients qu'on servait. Et juste dans la dernière partie de l'année, euh, maintenant, les francophones représentent 29 des clients qu'on sert. Donc, c'est une grosse augmentation. C'est des chiffres importants. Et puis, je vais y revenir tantôt quand je vais parler de l'entrepreneuriat, mais ça va vraiment démontrer la demande euh, de soutien pour eux. Euh, En janvier passé, j'ai fait partie d'un salon financier euh, avec le CESOC. On est allé à l'hôtel de ville de Gatineau et puis aussi à Investor à Ottawa. Donc, c'était un événement de 2 jours. Et puis, j'ai répondu à énormément de questions euh, pour vraiment les aider à comprendre encore qu'est-ce que ça prend pour se lancer, comment est-ce que j'ai accès au financement, c'est quoi ça a de l'air, quel genre de crédit que j'ai besoin, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment des sessions qui étaient vraiment importantes pour eux. Euh,
Et la deuxième journée à Université d'Ottawa, c'était vraiment une compétition de pitch. Et on a eu 20 équipes de nouveaux arrivants francophones qui sont venus de Toronto jusqu'à la ville de Québec pour faire cette compétition-là. Ça, c'était les grands gagnants dans le milieu. Et c'était une compagnie de technologie. C'était ça, ça c'était les 20 équipes qui ont participé. Euh, on a eu énormément de demandes et nos critères, c'était que ça devait être plus qu'une idée. Il devait y avoir un prototype ou quelque chose de démarré, ça le prenait quelque chose. Donc, c'était vraiment une étape un peu plus avancée. On a eu au-dessus d'une centaine d'applicants. On a choisi 20 pour faire la compétition. Même là, même s'il avait déjà débuté, il comprenait encore mal le fonctionnement du financement des entreprises. Euh, les plans d'affaires, les plans financiers, tout, tout ce qui vient au soutien, c'est quelque chose qu'ils ont vraiment de besoin. Puis, même après la compétition, ils sont revenus nous voir pour dire, écoute, j'ai cette idée-là, j'ai ce plan-là. Est-ce que tu peux nous aider pour nous rendre à notre prochaine étape? Donc, c'est pas assez d'enseigner, ça prend un soutien continu après le programme d'entrepreneuriat. Et aussi, même avec nos partenaires comme Desjardins et Alternat, ils n'ont pas la capacité ni la volonté d'assumer la responsabilité de fournir des conseils sur ça. Donc, c'est qui va le faire? Il y a un gros, gros besoin. J'ai bâti plusieurs programmes au FECO sur l'entrepreneuriat. Ça, c'est un exemple. Ce programme-là était vraiment un pilote. On avait un peu d'argent euh, qu'il fallait dépenser. On connaît les RCC, il faut dépenser l'argent. Donc, euh, on avait un petit montant d'argent. Et puis, notre partenaire, les Ottawa Catholic School Board, eux aussi. Donc, on s'est mis la tête ensemble. On a dit, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Vous enseignez la langue. Nous, on enseigne l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on pourrait faire un pilote pour tester, pour voir si c'est viable? Pour que vous allez enseigner l'entrepreneuriat, le langage d'entrepreneuriat, donc le langage des affaires. Et nous, une fois par semaine, on va enseigner la business. Et puis, le pilote a tellement bien marché qu'IRCC est venu nous voir et ont dit, écoute, on va faire un changement dans votre contrat. On va vous donner plus d'argent pour que vous puissiez continuer le programme jusqu'à la fin de 2025. Ça a super bien été et franchement, je suis très, très fier de ce programme-là parce qu'on a tellement aidé de gens. Euh, donc, le critère, c'était CLB 5+. Donc, c'était un anglais quand même assez avancé. Il y avait 5 heures de mentorat intégré. Donc, c'était obligatoire de prendre au moins 5 heures de mentorat au travers du programme. C'était 20 semaines, donc c'était un très long programme. 4 fois par semaine, c'était du langage, comme j'ai dit, puis une fois par semaine, c'était la business. Et puis, ça conclut avec un concours de pitch aussi. Donc, une présentation en avant de la classe et des juges et des personnes du conseil scolaire et du FECO qui étaient là aussi. Donc, c'était vraiment une belle expérience pour eux, pour elles. Et ça, c'est une de nos classes qui ont gradué. Quelques données. On a eu 105 entrepreneurs qui ont passé au travers du programme, 105 femmes, au-dessus de 500 heures de mentorat. Au minimum, ils ont amélioré leur niveau d'anglais d'au moins 1 point. On a fait 7 cohortes et on a eu 18 entreprises qui sont nées grâce à ce programme-là. Et une de ces femmes-là, elle a présentement un revenu de plus de 3 millions par année. Le programme a fini. IRCC a arrêté de financer les programmes d'entrepreneuriat, malheureusement. Mais on continue à les soutenir parce que la demande est là encore et on a déjà la relation avec ça, ils nous font confiance et tout ça. Donc, on continue à les soutenir même sans fonds.
Mais la demande est vraiment énorme pour le soutien. Un autre programme auquel j'ai fait partie, et le FECO a fait partie, c'était les Ottawa Newcomer Entrepreneur Hub, sur le One Hub qu'on l'appelait. Ça, c'était 2020 à 2025, encore financé par l'IRCC. C'était un partenariat en trois organismes, donc le FECO, World Skills et OCISO. OCISO faisait le mentorat, le FECO enseignait et World Skills gérait le programme. Euh, Ça a été conçu, développé en tant que programme à temps plein, comme 2 mois intensifs à temps plein. On voulait donner le plus de cours possible, au-dessus de 120 heures d'instruction dans ce temps-là. Euh, Ça a été difficile. Ça a été difficile parce que, comme Pervin disait, les gens, ils ont des jobs, ils ont besoin de faire de l'argent, ils sont occupés. Euh, on s'était dit, ben, si on fait ça court, mais vraiment intensif, ils vont être capables de passer au travers du programme. Puis, si tout va bien, ils vont pouvoir se lancer en affaires ou au moins prendre un job et débuter leur entreprise à temps partiel. Mais on s'est vite rendu compte que c'était trop. 2 mois intensifs, c'était trop. Donc, on est retourné à l'IRCC. On a dit, on aimerait faire changement au programme et avoir des cohortes plus courtes et une fois par année, faire un programme intensif plus long. Comme ça, les gens auraient le choix. Et puis, ça a bien marché. Ça a été un bon changement. Donc, c'est quelque chose qu'on a appris au travers du programme. Ça, c'est une de nos cohortes. Ça, c'est la dernière cohorte qu'on a livrée en février 2025. On a enseigné 535 entrepreneurs au travers de ce programme-là. Au-dessus de 50% des participants étaient des femmes. 237 personnes ont bénéficié d'un mentorat, donc c'était pas obligatoire, il y avait accès. Beaucoup de francophones on a leur donné l'option, vous faites sur Zoom, il y avait le choix. Et puis, on s'est rendu compte que le plus souvent, c'était plus facile d'être en ligne. Euh, mais il y a une bonne partie des clients qui ont quand même décidé de venir en personne. Donc, ça a été une bonne décision de leur donner le choix. J'ai des messages qui disent que mon Internet n'est pas assez vite. Donc, laissez-moi savoir si ça coupe un peu. Euh, Encore, on continue à faire du suivi, on continue à les aider. Le FECO, le programme est fini. L'IRCC n'a pas renouvelé le programme de OneHub, mais le FECO continue à les aider tant qu'on peut, encore sans financement. Euh, Comme j'ai dit tantôt, on a modifié le programme pour avoir deux versions, donc la version fondamentale et puis le programme plus intensif. Un autre programme que j'ai bâti et que j'ai enseigné a été financé par la Fondation Trillium de l'Ontario. Euh, Ça, c'est un partenariat avec le YMCA d'Ottawa. Eux, ils enseignaient l'horticulture, la rénovation résidentielle et les bâtiments écologiques. Euh, C'était financé individuellement pour le YMCA, donc ils sont allés au MLTSD et ailleurs pour aller chercher l'argent de leur côté. Et nous, c'est au travers de Trillium, donc c'était plus facile pour moi parce que j'étais déjà approuvé pour tous ces programmes-là. Il y a eu des délais, beaucoup de délais de leur côté du YMCA, pas de leur faute, c'est juste une question d'aller chercher l'argent pour tout ça. Euh, et à cause de ces délais-là, j'ai eu la permission de Trillium de faire d'autres pilotes aussi. Donc, je vais en parler dans les pages suivantes. Mais du côté du YMCA, j'ai enseigné un programme de 18 heures de formation pour eux.
Donc, c'était 6 sessions de 3 heures sur 6 semaines. Donc, il était avec moi une fois par semaine. Et le reste du temps, il était avec le YMCA. Ça a bien marché. J'ai trouvé que le 18 heures une fois par semaine, c'est un format qui marche bien, qui est facile pour les étudiants. Donc, c'est quelque chose que j'ai l'intention d'utiliser encore. Euh, j'ai enseigné 395 personnes au travers de ça. Cependant, on avait l'intention, on avait l'espoir d'être capable de lancer 69 entreprises au travers de ce programme-là. Et on a seulement lancé 26 entreprises. Donc, c'est quelque chose qu'on a appris encore, c'est que ils ont besoin de plus de temps. Ils sont nouveaux au Canada, ils veulent comprendre l'industrie, ils veulent se placer, ils veulent faire un peu d'argent, ils veulent comprendre l'industrie, euh, ils veulent améliorer leur langue, ils veulent faire des connaissances, du networking. Donc, c'est quelque chose qui est plus lent. Euh, donc, on continue à faire du suivi et ils continuent à lancer des entreprises. Donc, je suis sûr que le chiffre va continuer à monter, mais beaucoup plus lentement qu'on pensait. J'ai aussi fait un pilote pour femmes d'affaires afghanes. Ça, c'était avec CCI, le Centre catholique pour immigrants, encore avec l'argent de Trillium. Et j'ai engagé aussi une interprète pour être certain qu'ils comprennent tout ce qu'on enseignait parce que c'était un niveau d'anglais très, très bas, de 2 à 4, CLB 2 à 4. Euh, donc, c'était vraiment nécessaire d'avoir une interprète. Euh, pour être honnête, je ne m'attendais pas à trop de ce cohorte-là. Je voulais juste tester, voir comment ça marche, si ça allait bien, parce que c'était un niveau encore, comme je disais, assez bas côté langage. Euh, mais on a eu quelques femmes qui ont lancé leur entreprise pareil, même avec le langage limité. Donc encore, ça prouve que dans le futur, mais qu'on on applique pour d'autres argent, pour lancer d'autres programmes, il faut vraiment considérer de servir les clients en bas de CRB5. Parce que normalement, c'est ça, hein, c'est CRB 5 à 7, le minimum pour les programmes d'entrepreneuriat. Pas juste pour nous, mais pour les autres organismes aussi. Et ça, c'était leur graduation en octobre 2024. Quelques petits témoignages. Et mon contact, si vous avez des questions, pierre@oclf.org. Est-ce que vous avez des questions pour moi ou pour Parvin? Euh, Vous avez mentionné que vous commencez petit à petit de sortir de la région d'Ottawa pour essayer de servir d'autres régions en Ontario. Oui. Est-ce que vous avez déjà une idée de avec quelle organisation vous allez travailler? Oui, j'ai déjà commencé avec le Collège Boréal, par exemple. Hmm. Et puis, je suis en train de contacter des conseils scolaires et d'autres organismes dans d'autres régions. J'aimerais beaucoup desservir les plus petites régions comme Thunder Bay, Sudbury, des choses comme ça. Mais euh, honnêtement, si on a besoin de nos services, on va être content de les servir. Hmm. Et j'ai remarqué aussi que dans votre modèle, vous êtes un peu plus axé sur des... Donc, il y a des formations et parfois il y a un suivi derrière aussi. Est-ce que vous avez pensé à faire un format plutôt de incubator? Et est-ce que si vous avez pensé à ça, enfin, qu'est-ce que vous en pensez du format incubator plutôt que juste formation? On l'a fait. J'en ai pas parlé, mais on l'a fait. Au travers du programme de One Hub avec WorldSkills et OCISO, on l'a fait ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est que ils ont passé au travers de notre programme et ceux qui étaient plus près, comme plus avancés dans leur idée et tout ça, on les a invités à faire partir d'un programme d'incubation pour justement avoir plus de suivi et plus de temps avec eux. Parce que souvent, les gens joignent nos programmes d'entrepreneuriat et des fois, c'est juste des looky-loos, ils sont juste curieux ou quelque chose à joindre, des choses comme ça. Donc, c'était de vraiment filtrer ceux qui sont plus prêts, plus sérieux.
On a même fait un partenariat au travers de ce programme d'incubation-là avec une université, je ne vais pas les nommer, une université ici à Ottawa. Et honnêtement, ça n'a vraiment pas bien marché. Ils ont fait des grosses promesses et ils les ont pas tenues. Donc, il faut faire bien attention avec les partenariats. Euh, Au travers de mon programme de HBB, au Women's Home Based Business, on a fait aussi un programme de alumni, donc un peu Mhm. d'incubation dans ce sens-là. Encore les femmes qui ont passé au travers de notre programme, les 7 cohortes. On avait des événements mensuels, euh, on invitait des invités spéciaux, des choses comme ça pour parler de certaines entreprises, de domaines. Euh, on a fait beaucoup de suivi avec elles. Donc, on a testé différents modèles justement pour voir qu'est-ce qui marche pas. Euh, c'est une question d'argent souvent, hein. On était financé, on n'a pas été financé pour le mentorat, c'était vraiment juste heure d'enseignement. Donc, on a mis beaucoup de temps personnel pour être certain qu'ils ont le soutien qu'ils avaient besoin. Euh, on est un organisme charitable et on a l'intention dans le futur proche, justement, d'aller chercher, espérons, de l'argent dans la communauté pour être capable de relancer nos programmes d'entrepreneuriat, vu que AIRCC et les autres bailleurs de fonds ont arrêté de soutenir l'entrepreneuriat, au moins pour l'instant. Et j'ai l'intention de bâtir un rôle permanent pour continuer à faire le mentorat et le soutien financier, donc les aider à faire les plans d'affaires et tout ça dont on a parlé plus tôt. Euh, Quelque chose qui est vraiment nécessaire pour les aider à aller à la prochaine étape. Est-ce que ça Ah, répond à votre question? oui, merci beaucoup pour ces détails. D'autres questions? Pour moi ou pour Parvin? Ça va pour moi. Oui? Oui, tout a été clair. Pas de questions? Pour les personnes, la personne ou les personnes qui se sont rejoints à nous un peu plus tard, après avoir commencé la session, je voudrais juste mentionner que le rapport de la recherche de Cassie va être publié sur le site web de Cassie d'ici la fin du mois de décembre cette année. Et puis, si vous avez besoin du rapport, si vous préférez le recevoir par email, par courriel, vous pouvez mettre votre adresse courriel dans le chat ou vous pouvez me contacter par mon adresse email que j'ai déjà mis dans le chat. Donc, merci pour être venu. J'espère que l'information va être utile. Euh, Parvin, d'autres commentaires ou questions, non? Je voudrais juste remercier encore une fois. Merci de nous avoir accordé votre temps. Et merci Pierre. Euh, Merci beaucoup. C'était des renseignements très précieux et je souhaite vraiment beaucoup de succès, non seulement au CLF, mais à tous les organismes à but non lucratif qui offrent les services de soutien en entrepreneuriat, surtout aux immigrants et aux autres communautés vulnérables à travers l'Ontario et à travers tout le Canada. Merci beaucoup, tout le monde. Merci.